Bonjour chers amis et bienvenue. Si vous avez vécu les années 1980 ou avez un penchant pour cette époque, vous connaissez sûrement leur musique. Les gens, rappelons-nous, après avoir fait face à de nombreuses épreuves à leur début, ils ont composé une chanson qui les rendra sans aucun doute célèbres. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, mais ils n'ont jamais abandonné. C'est l'histoire du groupe A et de leur célèbre chanson. En 1976, en Norvège, Paul Waaktaar-Savoa et Magne Furuholmen ont formé le groupe Bridge. Cependant, leur premier album n'a pas connu le succès. Ils ont réalisé qu'ils avaient besoin d'un chanteur charismatique et expérimenté. Après beaucoup d'insistance et d'efforts marketing, ils ont finalement convaincu Morten Harket de diriger le groupe. Au départ, Harket a décliné l'offre, mais un an plus tard, lorsque Furuholmen et Waaktaar-Savoa sont revenus à Oslo avec de nouvelles chansons et un nom différent, il a accepté de répéter avec eux. Ensemble, ils ont transformé la pièce instrumentale « T'es qu'on me » en une chanson avec des paroles. Finalement, après plusieurs années, il accepta et le groupe A fut fondé le 14 septembre 1982. Les trois jeunes artistes décidèrent de se lancer dans une retraite créative, passant des mois dans une cabane isolée appartenant aux parents de Savoa. Là, ils ont commencé à écrire des paroles et à préparer ce qui allait devenir le premier album d'A, comprenant 9 chansons enregistrées. Ils sont allés à Londres et ont approché de grandes maisons de disques, mais ils ont été complètement rejetés et ignorés. Après avoir dépensé le peu d'argent qu'ils avaient, ils ont dû retourner en Norvège. Cependant, ces jeunes déterminés ne se découragent pas. Quelques mois plus tard, ils tentent à nouveau, bien décidés à réussir la scène extravagante et glamour dont ils ont été témoins en 1993 en simples spectateurs. À ce moment-là, Londres avait changé depuis 1981, les grands clubs s'éloignant de la nouvelle orthodoxie romantique et une nouvelle génération de groupes technopop émergents. A s'inscrit parfaitement dans cette dernière mutation de la nouvelle vague. Comme de bons vikings, ils ont décidé de pousser les choses aussi loin qu'ils le pouvaient commercialement et de passer d'un groupe de garage à une célébrité pop. Morta, Harket, Savoa et Wagner Furuholmen ont uni leurs forces en 1981 après beaucoup d'insistance pour former le groupe A. Après quelques années, ils déménagent à Londres en 1983, où les principaux clubs s'éloignent déjà de la nouvelle orthodoxie romantique. Terry Slater, un manager expérimenté, a aidé le groupe à obtenir un contrat avec Warner et à préserver son innocence alors qu'il travaillait dur pour devenir un groupe à succès. Le groupe norvégien a réussi à convaincre Warner Music lors de leur audition, décrochant leur premier contrat. Le label a demandé qu'une nouvelle chanson sortie en single de son premier album en Angleterre. Le groupe avait déjà une chanson initialement intitulée The Juicy Song, qui a subi des révisions lyriques et mélodiques et a été renommée T'es qu'on me. Malgré l'optimisme et la certitude que la chanson serait un énorme succès, la sortie du single le 19 octobre 1984 échoua lamentablement, ne se vendant qu'à 300 exemplaires. Cependant, les membres du groupe n'ont pas abandonné et ont réussi à persuader les dirigeants de remixer la musique et d'apporter quelques modifications mineures. La deuxième tentative de libération, le 5 avril 1985, n'a également eu aucun impact. À ce moment-là, Morten et Waaktaar-Savoa, membres du groupe, avaient déjà créé le riff qui allait devenir l'intro de la musique des années 80, devenant plus tard l'intro de la musique des années 70 lorsqu'ils jouaient ensemble dans un groupe scolaire. Le groupe rêvait de succès, mais ce n'était finalement que les deux amis qui jouaient dans un garage. Ah, au fait, avez-vous remarqué la ressemblance frappante entre Morten et l'acteur américain Patrick Swayze? Incroyable! Non, en 1984, le simple clip vidéo mettait en scène 3 jeunes individus chantant et jouant sur un fond bleu. Cependant, Warner Music a décidé de commander un nouveau clip vidéo au réalisateur et animateur Steve, qui a utilisé la technique d'animation par rotoscopie pour créer un chef-d'œuvre qui mélangeait de vraies séquences avec une animation dessinée à la main. La nouvelle vidéo, avec une simple histoire d'amour se déroulant dans un univers alternatif minimaliste, a nécessité plusieurs mois de travail acharné, aboutissant à plus de 3000 images en direct transformées en un fantasme de 3 minutes. Cette nouvelle version du clip est devenue un succès, aidant à propulser la carrière du groupe et devenant l'un des clips les plus regardés de l'histoire. Aujourd'hui, le clip T'es qu'on me a dépassé les 1,6 milliard de vues sur YouTube, s'imposant comme l'une des 4 meilleures chansons du XXe siècle, avec Smell Like Teen Spirit de Nirvana, Bohemian Rhapsody de Queen et Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. Bien que le clip ait joué un rôle crucial dans le succès de la chanson,
il ne serait pas juste de le créditer entièrement. La chanson avait ses propres mérites, à commencer par la ligne clavier magique qui transmettait la jeunesse, l'innocence et la joie de vivre. Juste quelques notes, mais elles résument l'essence de ce qui rend le groupe unique et authentique. Difficile d'imaginer que Hunting High & Low, le premier album d'un trio de Norvégiens inconnus, aurait pu se vendre à des dizaines de millions d'exemplaires sans MTV. En juillet 1985, il sort pour la 3e fois aux États-Unis et devient finalement un succès mondial. La vidéo originale, mettant en vedette un couple transporté dans le monde d'un parrain, est devenue l'une des vidéos les plus diffusées sur MTV et a remporté des prix pour la meilleure vidéo conceptuelle, la meilleure vidéo expérimentale, la meilleure réalisation et les meilleurs effets spéciaux en 1986. La chanson a dominé les charts dans 36 pays. À l'automne 1985, MTV était fortement axée sur les vidéoclips et réussit à se démarquer des productions à gros budget comme Thriller ou Billy Jean de Michael Jackson, grâce à une idée simple, des compétences artistiques et des effets visuels précis. Bien qu'elle ait atteint le sommet des charts dans de nombreux pays, la chanson n'a atteint que la 2e place au Royaume-Uni, la patrie des chanteurs, n'étant dépassée que par The Power of Love de Jennifer Rush. Des années plus tard, il découvrit que le sage manager avait interdit au cercle social et professionnel de consommer de la drogue en sa présence. Il avait travaillé avec des groupes alimentés par la drogue et voulait qu'ils restent propres, en bonne santé et concentrés, menaçant même de casser les jambes des gens s'ils prenaient de la drogue autour d'eux. L'influence de Slater et les penchants du groupe expliquent leur considérable longévité. Ils sont toujours ensemble et actifs près de 40 ans après leur 2e débarquement à Londres. Malgré le fait que la coexistence du groupe a commencé à se détériorer à la fin des années 80, le groupe s'est dissous au moins 3 fois, mais ils reviennent toujours ensemble. Des femmes du monde entier sont tombées amoureuses de Morten Harket et de ses yeux bleus, à tel point qu'elles l'ont poursuivi partout où il allait. Tel était le niveau d'adoration que le chanteur craignait pour sa vie lors de certains incidents. La chanson s'est rapidement vendue à plus de 9 millions d'exemplaires et a motivé la sortie du premier album d'art. En octobre 1985, ils obtiennent un nouveau succès, notamment en Europe, mais moins réussi aux États-Unis. Pour cette raison, et le fait que les futurs albums d'art n'ont pas non plus obtenu le succès mondial escompté, le groupe est souvent inclus dans les listes de One Hit Wonders. Ce terme est utilisé pour décrire les musiciens qui ont réussi à n'avoir qu'un seul hit dans les charts. Néanmoins, le groupe est considéré comme un groupe culte par de nombreuses personnes, et ils ont d'autres grandes chansons qui valent la peine d'être écoutées, telles que Love is Reason et Stay on This Road, une chanson de 1987 utilisée dans le film de James Bond 007. Les lumières du jour vivantes. Après que les albums suivants n'aient pas connu beaucoup de succès dans les ventes, le groupe Araja a été dissous en 1994. Cependant, au fil des ans, ils se sont réunis à plusieurs reprises, ont enregistré de nouvelles chansons et continuent de se produire sporadiquement. Le groupe Araja s'est produit plusieurs fois au Brésil tout au long de sa carrière, 6 fois au total. Ils ont fait leur première tournée dans le pays en 1989 et sont depuis revenus plusieurs fois pour des spectacles dans diverses villes comme São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia et Belo Horizonte, entre autres. La dernière fois qu'ils ont joué au Brésil, c'était en juillet de l'année dernière dans le cadre de la tournée célébrant le 35e anniversaire de l'album Hunting High & Low, qui contient des tubes comme Take On Me et The Sun Always Shine on TV. L'année dernière, le documentaire The Movie est sorti, explorant l'univers particulier du trio norvégien, qui a sorti en 1985 Take On Me, l'une des chansons les plus populaires de Spotify près de 40 ans plus tard. Comment survivent-ils au succès prématuré d'une chanson exceptionnelle? Pas très bien, à en juger par ce qui est dit dans The Movie. Le documentaire sur le groupe de pop norvégien montre que s'il y a une chose que les membres du groupe ont en commun, outre une tendance indésirable à s'insulter, c'est qu'ils détestent tous les chanteurs de leur groupe. Nuit après nuit, le groupe est obligé de jouer la chanson à plusieurs reprises, mais ils ne la considèrent pas nécessairement comme l'une de leurs meilleures chansons. Ce n'est qu'un des nombreux souvenirs d'une époque lointaine qui ne reviendra pas. Le guitariste Paul Walker Savoie, bien plus résigné que ses acolytes, comprend que la chanson fait partie de la mémoire sentimentale de plusieurs générations et n'appartient plus à ses auteurs. Peu importe ce que nous pouvons ressentir à propos de Take On Me, c'est un hommage à nos fans. Ils se sont tenus à nos côtés,
et l'une des rares choses qu'ils demandent en retour est que nous jouions cette chanson en particulier. Concernant Mania et Furuholmen, le claviériste du groupe et le leader des coulisses, ils ont une raison convaincante de détester leur chanson signature. C'est tellement brillant qu'il éclipse le reste de nos chansons. Furuholmen parle de morceaux dont seuls les fans les plus fervents du groupe se souviendront en ce moment, comme Avatrue, Don't Tease Me et Casting Still. Mania les décrit, sans pudeur, comme des chefs-d'œuvre pop symphoniques. Il y a pitié de les voir éclipsés par leur jeune sœur, une chanson particulière, un peu brillante à sa manière, mais qui éclaire trop. Baekhyun rappelle que A une solide carrière avec 10 albums studio, et de grands noms du milieu, comme Kanye West, Radiohead, Chris Martin ou encore Leonard Cohen, les ont respectés. De toute évidence, le groupe n'est pas une merveille à succès unique, mais l'ombre portée par leur chanson la plus célèbre est si longue qu'il est impossible de l'ignorer. Aujourd'hui, comme le montre le documentaire dédié à The Movie, il reste très peu de choses de l'amitié qui a prospéré pendant les premières années du groupe. Selon les mots d'un hacker, ce sont 3 professionnels qualifiés condamnés à se comprendre. Leur mariage doit être l'un des plus longs de l'histoire de la pop. Un groupe construit comme un véhicule pour atteindre le succès le plus rapidement possible a survécu contre vent et marée grâce à la détermination de ses membres. Ils voyagent séparément, se rencontrent en studio ou sur scène, et ne parlent presque que de ce qui concerne le groupe. Ils se connaissent bien et, dans une certaine mesure, se respectent, mais ils se supportent à peine. C'est l'une des questions les plus curieuses soulevées par le documentaire The Movie. Dans quelle mesure est-il logique et sain que 3 adultes disposant de comptes bancaires plus que sains insistent pour entretenir un lien créatif commun auquel ils semblent si peu attachés? La réponse, comme l'a suggéré Furuholmen dans une interview, est qu'il trouvait fade d'être loin du groupe A. La célébrité est addictive. Aucun projet alternatif n'a le même niveau d'exposition que le groupe garantit. Et, comme je rejoins les dizaines de chansons qui l'ont suivi, c'est un héritage à définir et un patrimoine financier et sentimental à préserver. Furuholmen résume l'essentiel de sa vie sur la route en quelques phrases où bon sens et cynisme le plus dur se mêlent naturellement. C'est comme un manuel de rockstar que tout le monde doit suivre. Cela commence par l'achat d'appareils photo japonais lors de votre première tournée réussie, et tout le monde pense qu'ils sont photographes. Si vous continuez à avoir du succès, vous achetez des appartements partout dans le monde. Ensuite, on s'intéresse aux antiquités car il faut remplir les appartements. Après cela, vous commencez à collectionner des voitures anciennes et, finalement, vous finissez par acheter beaucoup d'art. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le clip magique et inoubliable. Sans elle, il n'y aurait pas d'art à collectionner, pas de tournée pour interpréter Hunting High and Low en direct à l'occasion de son 35e anniversaire, et pas de documentaire dans lequel les 3 membres d'A revendiquent, avec une certaine audace, à quel point ils vont mal le long d'eux. Le prix à payer pour tout ça, c'est de partager la scène avec des mecs qu'on aimerait perdre de vue, devant des gens qui vous demandent de jouer une chanson que vous détestez nuit après nuit. Ce n'est peut-être pas l'histoire la plus édifiante, mais c'est celle que le groupe norvégien voulait nous raconter. Eh bien, les amis, c'était l'histoire de la chanson « T'es qu'on me ». N'oubliez pas de laisser votre commentaire, d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.